Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar est avec nous. Bon retour parmi nous, Pepe. Eh bien, je suis ici grâce à toi. Alors, salutations de l'Asie du Sud-Est bouddhiste. Salutations auspicieuses. Nima, tu mérites le meilleur. Tu mérites l'équilibre bouddhiste total. Super. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Et Pepe, commençons par ton dernier article. D'accord. Apasi Wolverberg dum telu beach et Nectar l'empile po kao. Oui, c'est sorti 1 heure ou 2 avant notre conversation. Ouais. Je suppose que tu parles de l'article. Je l'ai lu parce que tu me l'as envoyé. Quels sont les principaux points que tu essaies de faire valoir? J'aimerais commencer par tes points principaux, puis nous pourrons entrer dans les détails de ce que chacun signifie. Vas-y, donne-nous ton point de vue. Eh bien, il y a plusieurs points interconnectés, Nima. Tout d'abord, parlons du désespoir stratégique de Trump 2.0, l'empire du chaos dans son ensemble et les élites qui le soutiennent face à ces 2 défaites stratégiques imminentes. L'une d'elles concerne la Russie en Novorossia, et elle se déroule jour après jour. C'est désormais comme une torture chinoise. Ils savent que le moment viendra où tout s'effondrera. Cela pourrait prendre quelques mois, peut-être l'année prochaine, mais c'est inévitable. Et l'autre, plus prolongé et à long terme, est la défaite stratégique dans la guerre technologique, tarifaire et commerciale contre la Chine. Ce que nous avons eu lors de ce G20 en Corée du Sud, c'était essentiellement une pause. La Chine n'a pas bougé d'un pouce, Trump a dû bouger. Donc nous avons encore eu une pause. Et bien sûr, il a dû la présenter comme un immense succès, etc. Non, c'était fondamentalement juste une pause. Et peut-être qu'en parlant avec Xi ou en écoutant Xi, en supposant qu'il écoutait vraiment, il a compris quelques réalités sur la puissance géoéconomique chinoise. La Chine comme principal partenaire commercial de la plupart des nations de la planète. Et les Chinois sont prêts si Trump veut déclencher une guerre commerciale ou tarifaire contre eux. Quant à la guerre technologique, ils ne s'en soucient même plus. Dans la guerre technologique, que l'on peut voir se refléter dans les délibérations du plan quinquennal, dont la mise en œuvre est prévue pour mars de l'année prochaine à Pékin, il planifie déjà non seulement jusqu'en 2030, mais en fait jusqu'en 2035. Ainsi, dans la guerre technologique, ils restent calmes, posés et maîtres d'eux-mêmes. Dans la guerre des tarifs, ils disent « Très bien, allons-y ». À titre de geste de bonne volonté, par exemple, hier, ils ont suspendu une partie des surtaxes qu'ils avaient imposées sur les produits américains. Mais Trump, peut-être, et personne ne le sait, pas même ceux qui lui murmurent à l'oreille, peut-être en a-t-il tiré quelque chose. Peut-être en a-t-il compris quelque chose. Nous ne le savons pas. Il faudra attendre les prochains mouvements géoéconomiques de l'administration Trump. Ainsi, lorsque vous mettez ces 2 éléments, des défaites stratégiques imminentes, ensemble, et que vous les comparez au partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, je suis sûr que nous tous, vous tous, notre public, pouvons imaginer le degré de désespoir qui règne parmi les classes dirigeantes aux États-Unis. Alors, que fait l'Empire maintenant? Par ressentiment, par colère, par impuissance, parce qu'il ne peut pas affronter directement les 2 autres superpuissances, la Russie et la Chine. Il déchaîne sa fureur à travers tout le Sud global. Et cela nous amène, je dirais, à ce que j'ai appelé dans l'article « Pièce à conviction A », le cas du Venezuela. Cela fait partie de la fureur de l'Empire. Très bien. Pouvons-nous annexer le Groenland? Cela n'arrivera pas.
Pouvons-nous annexer le Canada? Cela n'arrivera pas. Not gonna happen. Can we annex Canada? Not gonna happen. Can we bomb Russia and China? Not gonna happen. Okay. Pouvons-nous bombarder la Russie et la Chine? Cela n'arrivera pas. D'accord. Bombardons Caracas. C'est évidemment la version bande dessinée, mais ce n'est pas très éloigné de ce qui se passe réellement. Alors, vous savez, beaucoup d'entre nous énumèrent les soi-disant options de Trump concernant ce qu'il veut faire avec le Venezuela. Et c'est quelque chose de complètement dément, comme d'habitude. Par exemple, envoyer les Navy SEAL pour kidnapper ou tuer le président Maduro, ou lancer une sorte de choc et effroi, comme en Irak en mars 2003, adapté à Caracas, contre des installations militaires ou des infrastructures là-bas. Et après cela, ce serait le préambule à une opération de changement de régime. Bombarder, prendre le contrôle des champs pétrolifères vénézuéliens après avoir saisi les installations militaires du pays. C'est complètement hors de contrôle. Et évidemment, cela figure sur la table de Trump. Il pourrait même dire, très bien, faisons tout cela. Tout est possible. En considérant qu'il avait ce misérable gusano, Marco Rubio, comme secrétaire d'État, dont la seule obsession dans la vie est le changement de régime au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, cela pourrait bien arriver. Les Russes y prêtent beaucoup d'attention. Ryabkov a déclaré aujourd'hui, « Écoutez, nous sommes en contact étroit. Tous les canaux de communication sont ouverts. Nous parlons avec Caracas. » Donc, si je devais dire que c'est une combinaison de néoconservateurs derrière le néoconservateur Rubio, influençant Trump, et qu'au final, il prend une décision complètement absurde, ce n'est pas seulement Caracas. Moscou fera partie du jeu. Et c'est vrai, c'est confirmé. Wagner, en tant qu'entité, n'existe plus. Mais des commandos de Wagner ayant une véritable expérience de guerre dans le Donbass et au Sahel sont déjà au Venezuela. Les Chinois aident en arrière-plan. Nous ne savons pas exactement ce que les Chinois ont envoyé à Caracas, mais ils aident, car ils ont eux aussi des intérêts importants au Venezuela. Voilà où nous en sommes. C'est le reflet de l'impuissance impériale, du ressentiment, de la colère, et maintenant, ils la déchaînent partout. Et la liste est immense. Par exemple, ils utilisent Al-Qaïda au Mali pour déstabiliser l'un des membres clés de l'Alliance des États du Sahel. Le culte de la mort en Asie occidentale continue sans être freiné. Ils vont tenter quelque chose quelque part en Asie, cela pourrait être en Asie centrale, voire ici en Asie du Sud-Est, et ce plutôt tôt que tard. Nous avons donc les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie occidentale, des nœuds choisis du Sud global. Et le message principal, en fait la question principale à la fin de la chronique que je pose est la suivante. La Russie, la Chine et la majorité du Sud global sont-ils prêts à affronter un empire complètement hors de contrôle? Nous l'espérons, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce que tu as mentionné, Pepe, est tellement important pour nous ici au Brésil et en Amérique latine, car la principale question que les gens se posent en ce moment, je pense, est la suivante. L'Amérique latine est-elle en train de devenir le nouveau champ de bataille de l'Empire? Remu, Tait Seymour, Isal, Sagepeng. Et comment cela va-t-il influencer les politiques étrangères de ces pays en Amérique latine? Vont-ils être, eh bien, nous devrions poser cette question à l'Itamaraty à Brasilia, non? Exactement. Font-ils seulement des commentaires à ce sujet? As-tu vu des remarques sérieuses émanant du ministère brésilien des Affaires étrangères? Non, non. Eh bien, sorry pas votre n'est pas une question. Mais on sent bien que personne n'est content de ce qui se passe. Parce que vous savez, le Brésil et les États-Unis font face à de nombreux problèmes. L'administration Trump crée beaucoup de difficultés pour le Brésil. Et vous savez,
il n'y a pas d'unité en Amérique latine. Il faut en tenir compte. Once again, but that's the history. Encore une fois. Mais c'est l'histoire de l'Amérique latine. C'est l'histoire de l'Amérique latine ibérique et de l'Amérique du Sud brésilienne. Horrible. Horrible. Eh bien, je m'en souviens. J'ai grandi avec ça. Nous avions plus d'informations quand j'étais à l'école, dans les années 60 ou 70, sur les États-Unis et l'Europe, que sur nos voisins d'Amérique du Sud. C'est absolument horrible. Ce projet, qui était bien sûr celui des élites coloniales, subcoloniales, néocoloniales, crypto-coloniales des deux côtés, ainsi que des grandes élites du Nord colonial, visait évidemment à maintenir l'Amérique latine dans le désordre, avec la plupart des principaux acteurs qui ne se parlaient pas entre eux. Et de nos jours, c'est terrible, parce qu'ils ont par exemple conquis à hauteur de 40 milliards de dollars américains l'Argentine, qui constitue un facteur de déstabilisation au sein du Mercosur et de l'Amérique du Sud dans son ensemble. Allez-y. Go ahead. Yeah. Pepe, what's so tragic in my opinion about the Latin America? Pepe, ce qui est si tragique, à mon avis, en Amérique latine, tu te souviens de l'élection au Venezuela. Et après cette élection, même Lula ici au Brésil, qui soutient le Venezuela, Cuba et leur droit de ne pas se retrouver dans une situation aussi difficile, politiquement, militairement et surtout économiquement, parlait encore de l'élection au Venezuela. D'une certaine manière, il n'était pas satisfait de ce qui s'y était passé. Il a dit que ce n'était pas démocratique et qu'il devait faire davantage. Il critiquait les résultats de « oui-non », pas le résultat. Le processus électoral au Venezuela, par lequel Maduro a été élu, il a dit que cela aurait pu être fait d'une meilleure manière. Mais vous savez, quand il s'agit de l'Argentine, personne n'en parle. Les États-Unis, 40 milliards de dollars. Pourquoi cela? Cela n'a pas de sens. Il faut appeler les choses par leur nom. Si vous pensez qu'au Venezuela, ce n'était pas juste, pas démocratique, que le processus n'était pas solide ou fonctionnel, alors que soit-il pourquoi parler de ce qui se passe en Argentine? Et c'était encore pire, Nima, parce que c'était une opération de méga corruption qui atteignait la présidence des États-Unis. Trump l'a approuvé. En gros, une escroquerie extrêmement corrompue entre son secrétaire au Trésor et un type qui lui avait fait gagner beaucoup d'argent par le passé et qui se trouvait maintenant dans une situation désespérée parce qu'il avait acheté beaucoup de dettes argentines. Alors ce type appelle Scott Bessent et Bessent organise ce renflouement avec des fonds fédéraux plus des fonds privés garantis par le gouvernement fédéral. Au-delà de la corruption. C'est très très grave. Et le président des États-Unis a dit « D'accord, allez-y ». Alors tu vois, quand personne au Brésil ne parle de ça, waouh. Je parle des responsables. Je comprends ce que tu veux dire. Les responsables, pas seulement au Brésil. L'Amérique latine, c'est pas seulement le Brésil. Nous avons plusieurs pays ici, et ils doivent, tu sais, prendre position sur ce qui se passe en Argentine, parce que cela affecte le Brésil. Cela affecte tous les pays d'Amérique latine, et ils s'y préparent. Comme tu l'as mentionné, ils ne sont pas vraiment capables, tu sais, d'influencer l'Asie de l'Ouest. L'Ukraine, Taïwan, c'est totalement différent de ce que c'était avant le début de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi ils se tournent vers l'hémisphère occidental, comme ils l'appellent, la doctrine Monroe. Ils viennent, tu sais, dans le voisinage. Et pire encore, Nima, Even worse, Nima, the extrapolations and the parallels with Les extrapolations et les parallèles avec le début de la guerre contre le terrorisme sont absolument extraordinaires. Très bien, essayons une version courte. Le criminel de guerre Dick Cheney est mort. Le lendemain de sa mort, et il mérite un cercle spécial de l'enfer de Dante rien que pour lui. Les 9 cercles de l'enfer ne suffisent pas. Il lui faut un cercle de Dante uniquement pour lui. Le lendemain,
un musulman socialiste démocrate ou social-démocrate est élu maire de New York. C'était absolument incroyable. Cela signifie donc que la classe ouvrière immigrée de New York, qui était la capitale du XXe siècle, mais ne sera pas celle du XXe, est désormais le maire de New York. Eh bien, j'ai beaucoup d'affection pour New York, parce que j'y ai beaucoup travaillé, et j'y suis allé un nombre incalculable de fois. Mon plus grand plaisir à New York a toujours été de parler avec les classes populaires. Les chauffeurs de taxi sénégalais, tu sais, les Yéménites qui tiennent des épiceries, ces gens-là. Et Mamdani, dans son discours d'acceptation, a été très malin. Il les a nommés Nima. Il a été très impressionnant. Il a nommé les personnes que, lorsque tu visites New York, tu ne vois pas. Ou bien ce sont celles qui te servent à table ou ramassent tes ordures. Et sans ces immigrés qui assurent tous les services essentiels à New York, la ville s'effondrerait en quelques heures. Tout le monde le sait. Et ce sont des gens formidables. La plupart d'entre eux rencontrent beaucoup de difficultés, mais certains, comme Mamdani, qui est un immigrant, peuvent atteindre le sommet. Bien sûr, seuls quelques-uns y parviennent, mais il y a de nombreux éléments complexes dans sa victoire, ce qui est assez remarquable. Il est soutenu personnellement, directement et financièrement par Alex Soros. Donc nous savons ce que cela signifie. Très bien. Il sera jugé sur ce qu'il parviendra réellement à accomplir. New York est une ville extrêmement difficile à diriger. Tout le monde le sait. Voyons donc ce que les anciennes classes dirigeantes de New York le laisseront faire, même s'il bénéficie d'un immense soutien populaire. Son soutien, si vous prenez le métro, comme 99% des gens qui empruntent ce métro new-yorkais, absolument dégoûtant de nos jours, ils ont voté pour lui. Mais c'est une autre histoire. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est directement lié au lancement de la guerre contre le terrorisme, essentiellement par Dick Cheney en 2001. N'oubliez pas que le jour du 11 septembre, qui dirigeait les opérations dans le bunker de la Maison-Blanche, Dick Cheney, Dubia, George Dubia, il était complètement perdu, littéralement. On s'en souvient tous, n'est-ce pas? Donc, toutes les grandes décisions prises pendant ces heures cruciales après les 4 événements, disons-le ainsi, ont été prises par Cheney. Et la plus importante avait déjà été décidée avant même le 11 septembre. C'était l'Irak. Les personnes qui ont conceptualisé et mis en œuvre l'attaque, l'invasion et la destruction de l'Irak étaient essentiellement Dick Cheney et Donald Rumsfeld. Cheney est arrivé au pouvoir avec Bush en janvier 2001. La première chose qu'il a faite a été d'examiner toutes les cartes de l'Irak, en repérant les réserves, les puits de pétrole, tout ce que vous voulez. C'est là qu'il voulait aller. La décision avait donc déjà été prise dans la première moitié de 2001, avant même le 11 septembre. Le 11 septembre a été le fameux Pearl Harbor, qui a fourni la justification, non pas pour l'Afghanistan. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se souviennent que Rumsfeld disait qu'il n'y avait rien à bombarder en Afghanistan. C'était déjà en ruine. L'Irak était la cible. Nous devons aller là où nous pouvons bombarder. Donc encore une fois, la décision d'aller en Irak n'a pas été prise en décembre. Foutaise. La décision d'aller en Irak avait été prise bien avant le 11 septembre. Et immédiatement après le 11 septembre, c'est le lancement de la guerre contre le terrorisme qui a eu lieu, essentiellement par Dick Cheney. L'homme qui a conceptualisé la guerre contre le terrorisme, c'était Dick Cheney. Bush n'était pas capable de conceptualiser quelque chose de ce genre, pour commencer. Mais il a choisi le mauvais ennemi. Nous le savons tous maintenant. Personne ne le savait à l'époque, en 2001. Même les Russes et les Chinois regardaient et se disaient « D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Des terroristes islamistes ?»
Oui, nous pouvons aussi être victimes de terroristes islamistes. Alors, rejoignons-les. N'oublie pas que Poutine a été le premier à appeler Bush à l'époque pour lui promettre son soutien. Eh bien, avance rapide de 24 ans, Nima, très important. Qu'avons-nous maintenant? Nima, very important. What do we have now? We have the same obsession with. Nous avons la même obsession pour le pétrole que Dick Cheney en 2001. Maintenant, c'est Donald Trump en 2025, et la demande est encore plus forte. Cela prouve la continuité du gouvernement aux États-Unis. Les obsessions sont toujours les mêmes, les ressources naturelles. C'est le pouvoir à l'état pur, l'exercice du pouvoir, le jeu de pouvoir, la conquête et la domination des ressources naturelles. Ils ont complètement semé le chaos en Irak. Ils ne contrôlent rien, seulement quelques puits de pétrole. Et bien sûr, ils contrôlent quelque chose d'horrible. C'est un sujet dont j'ai parlé lors de ma dernière visite en Irak. L'argent que l'Irak tire du pétrole est toujours contrôlé par les États-Unis, et cela continuera ainsi. Mais ils ne contrôlent pas le pétrole lui-même. Alors maintenant, ce que Trump essaie de faire, c'est, disons, achever ce que Dick Cheney, au final, n'a pas réussi à accomplir. Je peux le faire moi-même. Je vais m'emparer du pétrole du Venezuela. I can do it myself. I'm going to grab Venezuela's oil. So that's the direct connection. And how he's going Voilà donc la connexion directe. Et comment va-t-il faire cela? Avec une connexion encore plus folle. Il relie la guerre américaine contre la drogue, dont nous nous souvenons tous qu'elle a commencé dans les années 80, lorsque la Colombie en était la cible, à la guerre contre le terrorisme codifiée par Dick Cheney. Et il mélange la guerre contre la drogue avec la guerre contre le terrorisme pour inventer des justifications juridiques absolument absurdes afin de présenter Maduro comme un narco-terroriste et de créer le cadre légal nécessaire à la mise en œuvre de cette opération de changement de régime. Je pourrais être en train de vous décrire, à toi Nima, et à vous tous, notre public, le scénario d'une série Netflix bon marché. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est fou. Plus les choses changent dans la manière dont l'Empire est dirigé, plus on voit que tout reste toujours le même marché. C'est pourquoi c'est très inquiétant. Il a essayé le Groenland, ça n'a pas marché. Il a essayé le Canada, ça n'a pas marché. He tried Canada, didn't work. He looked around and said, "But these are my neighbors." Il regarda autour de lui et dit, ce sont mes voisins et ils ont beaucoup de pétrole. C'est parfait. En termes d'empire, ayant désespérément besoin de ressources naturelles pour se prolonger un peu plus longtemps, le Venezuela est la proie idéale. Alors, ils ne le laisseront pas partir, Nima. Ils ne le laisseront pas partir. Et c'est quelque chose que tout le monde en Amérique latine devrait voir très clairement, juste devant vous tous à travers la région. C'est tellement évident, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est si dangereux. En plus de cela, vous avez un secrétaire d'État qui fait office, je dirais, de conseiller à la sécurité nationale officieux, chuchotant constamment à l'oreille de Trump. Et puis un néoconservateur isolé, Marco Rubio, qui en 2001 aurait peut-être servi le café à Dick Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, tous ces types. Vous savez, les vrais néoconservateurs endurcis, la famille Kagan, et ainsi de suite. Maintenant, c'est un néoconservateur solitaire, mais au pouvoir. Cela le rend encore plus dangereux. Et il est entouré de mini-néoconservateurs autour de lui. Donc c'est une exception. Le cas du Venezuela est immensément dangereux, car s'ils réussissent, alors il n'y aura plus de limite à ce qui peut suivre, en Afrique, dans d'autres parties de l'Amérique latine. Ils pourraient même tenter à nouveau quelque chose de type changement de régime en Asie centrale, comme ils l'ont déjà fait. Ils ont essayé au Kirghizistan, ils ont essayé au Kazakhstan, ils peuvent recommencer. Et bien sûr, avec l'aide de cette extension impériale en Asie occidentale, qui est occupée à démembrer la Syrie, à attaquer le Liban, à menacer l'Iran, comme nous le savons tous. C'est donc une division du travail, disons-le ainsi. So that's a division of labor, let's put it this way. The best coach takes care of West Asia. La meilleure secte s'occupe de l'Asie de l'Ouest
et l'Empire s'occupe de l'Afrique, de l'Amérique latine et peut-être d'autres parties de l'Asie. C'est extrêmement inquiétant. Et je te donne une version très directe, sans même les détails sanglants. C'est là où nous en sommes géopolitiquement aujourd'hui. C'est bien plus dangereux qu'il y a quelques mois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'Afrique, s'ils y parviennent, s'ils réussissent à utiliser Al-Qaïda pour déstabiliser le Mali, cela ouvre une autre boîte de Pandore pour toute l'alliance des États du Sahel. J'espère que l'armée malienne est assez forte. Elle l'a été par le passé, pour s'opposer à ces subdivisions d'Al-Qaïda. Et ça devient encore plus fou, Nima. Si c'était un scénario Netflix, on dirait « Allons mec, tu ne peux pas... Comment peux-tu même imaginer ça ?» L'ancienne Al-Qaïda en Syrie, l'ancien émir de l'État islamique en Syrie, le coupeur de tête Jolani, va être reçu avec les honneurs dans le bureau ovale dans les prochains jours, après avoir été normalisé à l'ONU et par tout l'Occident collectif. Vous vous souvenez de ce fameux câble de Wikileaks dont beaucoup d'entre vous se rappellent. Jake Sullivan écrivant à Hillary Clinton, « Regardez ici en Syrie, Al-Qaïda est avec nous. » Non seulement Al-Qaïda est avec nous, mais comme on le dit en plaisantant aux États-Unis, Al-Qaïda, c'est nous. Et Al-Qaïda, c'est nous à la Maison-Blanche. On ne peut pas faire plus fou, vraiment. Voilà. C'est cela, la guerre contre le terrorisme inventée par Dick Cheney, qui était en réalité une guerre de la terreur. Une guerre de la terreur servant à l'expansion de l'Empire, 24 ans après le 11 septembre. 24 years after 9/11. Je pense que, pour beaucoup d'entre nous qui vivons en dehors des États-Unis, Pepe, il faut comprendre qu'il n'y a aucune différence entre l'administration Trump et l'establishment américain en matière de politique étrangère. Bien sûr que non. Il a été vérifié par eux. Sinon, il ne serait jamais devenu président. Et le Venezuela nous le montre, car on voit la politique de Donald Trump au Venezuela et le cercle du prix Nobel de la paix. Eux ne sont pas entre les mains de l'administration Trump. En réalité, ils détestent Trump. Mais on voit le résultat. Ces vecteurs qui convergent vers le Venezuela. Le résultat est le même. Ce que veut l'establishment. Of course. Bien sûr. Je pense que c'est la véritable définition de la continuité du gouvernement. Il ne s'agit pas de la continuité du gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Non. C'est la continuité du gouvernement en termes de psyché, d'état d'esprit, de priorité impériale, des impératifs de l'Empire. Maintenant qu'il perd du terrain littéralement partout, géopolitiquement et géoéconomiquement, il revient aux bases les plus élémentaires, les ressources naturelles. Nous devons prendre le contrôle des ressources naturelles, peu importe où et peu importe comment. It doesn't matter where. And no matter what. Pepe, en moins d'un an, la Russie a dévoilé 4 systèmes d'armes nucléaires de nouvelle génération. Vous savez l'avant-garde qui n'est pas nucléaire en soi, mais peut être équipée d'ogives nucléaires. Et nous avons le Poséidon, le Burevestnik et d'autres. Quand on regarde ce qui se passe avec la Russie, est-ce que selon vous, tout cela signifie que l'Est, disons la Russie, la Chine et le Sud global, montrent que c'est la fin de la supériorité militaire occidentale en déployant ce type d'armes? Ou pensez-vous que ce n'est que le début d'une nouvelle course aux armements? Où allons-nous? Les Russes ne pensent pas en termes de course aux armements. Les Russes pensent en termes de défense de la patrie, de sécurité stratégique et de capacité à répondre à toute forme d'attaque de manière fulgurante et instantanée. Ce qu'ils peuvent faire, c'est tout. Et bien sûr, cela remonte à l'époque soviétique. Ce n'est pas qu'un jour ils aient décidé. Très bien, construisons quelque chose appelé Poséidon, une super torpille sous-marine capable de rôder n'importe où, puis de recevoir un ordre, et boum. Non, cela a commencé à l'époque soviétique.
dans les années 1970. Il existe une continuité de la maîtrise scientifique héritée de l'Union soviétique, les pères du programme nucléaire russe en somme. Il n'est donc pas étonnant, compte tenu de leurs compétences et de leur sérieux, qu'ils aient au moins 2 générations, voire 3, d'avance sur les États-Unis. L'Europe, elle, est au XIe siècle en comparaison de la Russie. C'est fou, parce qu'en moins d'1 an, ils peuvent annoncer que le Burevestnik a été testé sur le champ de bataille. Burevestnik, pardon, je suis désolé. Stormbringer, parce que je pense en termes de Deep Purple. Oui, c'est Burevestnik. Burevestnik, exactement. Mais dans ma tête, c'est Stormbringer, parce que c'est le titre de l'album de Deep Purple qui a probablement inspiré beaucoup de scientifiques soviétiques. Deep Purple a toujours été immensément populaire en Union soviétique et en Russie. Testé avec succès. Poséidon, incroyable. Et Poutine a dit, regardez, quand nous avons testé Burevestnik et Poséidon, il y avait quelques navires de l'OTAN qui traînaient dans les parages, alors nous voulions qu'ils le voient. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait un silence tonitruant du côté du personnel de l'OTAN. C'est pas mon accent. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est vraiment quelque chose venu de l'espace, comme une météorite venue de l'espace. Et bien sûr, les sous-marins nucléaires de Khabarovsk peuvent transporter, les chiffres varient, mais au moins 6 Poséidons. Tout cela en moins d'1 an. Et Poutine a dit, regardez, ce n'est que le début. Il y a bien plus à venir. Le développement du Burevestnik, la construction d'une flotte de Burevestnik, le Sarmat, vous voyez le genre. Alors, est-ce une démonstration ostentatoire de force? Non. C'est la Russie qui fait ce qu'elle doit faire pour protéger la Russie, les terres russes. Et bien sûr, cela doit être interprété par les adversaires et les ennemis comme « ne cherchez pas des noix à l'ours ». Vous n'avez aucune idée. En fait, vous ne verrez même pas ce qui vous a frappé. Et vous n'y survivrez pas d'ailleurs. Et bien sûr, nous aurons toujours cette bande d'imbéciles qui diront que les Russes bluffent. Il faut les tester. Provoquons-les un peu plus. Eh bien, un jour, ils comprendront. Beaucoup de gens ont écrit des volumes sur la patience de Poutine ou sur son refus d'infliger quelque chose de vraiment dur, surtout à l'OTAN. Il existe un débat au plus haut niveau du pouvoir en Russie à ce sujet, mais ils ne dévieront pas de leur stratégie globale. Moderniser leur arsenal hypersonique et nucléaire bien au-delà de celui de quiconque. Et bien sûr, s'il y a une quelconque attaque contre la Russie, c'est fini. Ils ont tout ce qu'il faut. Ce que cela dit au Sud global, c'est une longue discussion. Par exemple, les Chinois ont compris la situation il y a des années et ils modernisent leurs forces armées à une vitesse fulgurante. Ils sont encore loin derrière la Russie en matière de missiles, d'hypersoniques, de capacités nucléaires et ainsi de suite. Mais ils ont ce qu'il faut pour au moins se rapprocher de la Russie en quelques années. Et le Sud global, dans son ensemble, regarde la Russie en se disant « Waouh, d'accord, si quelque chose arrive, peut-être que nous pourrons compter sur la Russie pour nous protéger d'attaques directes. » Cela ouvre une autre boîte de Pandore, car nous n'en savons pas vraiment plus. Par exemple, un véritable test de la détermination de la Russie serait une attaque directe contre le Venezuela. Nous ne savons toujours pas comment la Russie réagirait. Il existe un accord stratégique entre Caracas et Moscou. Moscou a déjà envoyé beaucoup d'équipements à Caracas et continuera d'en envoyer, tout comme elle a envoyé des choses très intéressantes à Téhéran. Et les Chinois ont fait de même. Cela signifie-t-il que s'il y a une autre attaque israélo-américaine directe contre l'Iran, la Russie et la Chine seront directement impliquées? Nous ne le savons pas, même s'il existe des partenariats stratégiques. En réalité, la Russie est mise à rude épreuve, surtout sur ces deux fronts. Dans le Sahel également,
s'il y a une déstabilisation du Mali, la Russie devra agir pour aider le Mali, car l'Alliance des États du Sahel entretient une relation étroite avec Moscou. Les provocations ne cessent jamais, Nima. Et bien sûr, la direction russe le sait. Elle doit être très mesurée, tout en étant suffisamment incisive si ses intérêts sont directement attaqués. Par exemple, ce qui s'est passé en Syrie, c'est une discussion très complexe. La Russie a-t-elle abandonné la Syrie? Non. Discussion that Russia abandoned Syria. No. Russia saw where this thing was going. La Russie a vu où tout cela menait, d'Idlibistan à Alep, dans le nord de la Syrie. Elle connaissait l'état d'esprit des forces armées. Elle savait que des gens étaient soudoyés à l'intérieur de l'armée. Elle a donc dû s'adapter. Elle ne pouvait pas intervenir, même si Assad lui-même n'était pas en mesure de défendre sa position. Alors maintenant, que fait la Russie? Elle tire le meilleur parti de ce qu'elle possède déjà, c'est-à-dire sa présence en Méditerranée orientale. Elle ne perdra pas cela. Dès le début, elle a parlé au chef de l'État et a dit « Écoutez, nous ne quitterons pas nos bases ». Et désormais, il est dans l'intérêt du chef de l'État que la Russie soit présente dans la partie occidentale de la Syrie. En pratique, nous savons tous que la Syrie est en train d'être morcelée. Les Turcs au nord, les Américains au nord-est, Israël au sud et la Russie à l'ouest. Et il y a cette petite partie de la Syrie qui sera gérée par le chef de l'État et ses camarades d'Idlibistan. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, si cela va durer, si cela va être affecté, probablement pas. Mais du point de vue stratégique russe, c'est nous sommes en Méditerranée orientale et nous ne partons pas. Cela leur convient. D'accord, je comprends la critique. Je comprends la frustration des personnes qui défendent la Syrie depuis plus de 10 ans. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie politique. C'est le monde réel. Et bien sûr, la Russie considère la Méditerranée orientale comme très importante, non seulement maintenant, mais pour l'avenir prévisible. Et bien sûr, si la Turquie est en Syrie, la Russie doit aussi être en Syrie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez mentionné que ces études sur les nouveaux missiles ont commencé à l'époque soviétique. Et je pense que nous devons nous demander, que signifie le fait que la Russie puisse désormais construire des missiles à propulsion nucléaire en utilisant uniquement des pièces nationales? La question est de savoir si les sanctions occidentales ont, ironiquement, alimenté une renaissance technologique russe. Non, cela se passait déjà, Nima. Disons que cela a au moins accéléré les efforts pour devenir totalement autosuffisants, ce que les Chinois font dans ce que j'appellerais leur guerre technologique directe et indirecte contre les États-Unis. L'objectif chinois à long terme est le même que celui de la Russie, être totalement autosuffisant. Cet avion de ligne russe, 100% russe, ils n'ont besoin de rien venant de Boeing, d'Airbus ou d'ailleurs. Et dans leur programme nucléaire hypersonique encore plus, car il s'agit d'une question de sécurité nationale. Une sécurité nationale très stricte. Il faut donc être totalement autosuffisant. Mais je dirais que la stupidité du tsunami de sanctions n'a fait qu'accélérer un processus déjà en cours. Ah, mais bien sûr, nous avons oublié de mentionner ces puces provenant de machines à laver. Elles font des miracles, n'est-ce pas? Poor Europeans. Pauvres Européens. Pepe, Poutine dit que ces nouvelles armes garantiront l'arrêté stratégique pour tout le XXIe siècle. As-tu vu qu'il a vraiment dit « tout le XXIe siècle » ? Cela signifie que les scientifiques lui ont dit « Écoutez, nous avons tellement d'avance sur les Américains et sur tout le monde, et nous allons maintenir le même rythme. Nous serons toujours en avance d'au moins 2, voire 3 générations sur quiconque pour le reste du siècle. » En gros, il cite ces scientifiques.
He's basically quoting his scientists. Yeah. Yeah. Exact. Oui, exactement. Et quand il s'agit de ta compréhension de ce qui se passe, est-ce que la parité est encore l'objectif ou s'agit-il plutôt de dissuasion par l'imprévisibilité? Or is it about deterrence through unpredictability? It's about no holds Il barred. s'agit d'une dissuasion sans aucune limite. Une dissuasion poussée au point où les seuls à avoir encore la capacité d'agir seraient les Américains. Ils devront réfléchir, tu sais, une éternité en une minute avant de faire quoi que ce soit de stupide contre la Fédération de Russie. C'est quand on dispose d'une dissuasion de tout premier ordre que personne d'autre ne possède. C'est ce qu'ils ont en tête. Et ils l'ont déjà atteinte en pratique, tout en continuant à y travailler. Il y aura de nouveaux Burevestnik et de nouveaux Oreshnik à venir. C'est très très impressionnant. D'un point de vue scientifique, c'est immensément impressionnant. Immensément impressionnant. Immensely impressive. But when you spend time in Russia, live in Russia, Mais quand on passe du temps en Russie, qu'on y vit, qu'on leur parle, et j'apprends toujours. En Russie, je suis un étudiant. Il n'existe pas d'expert de la Russie. Cela n'existe pas. En Russie, on est toujours un étudiant. On apprend sans cesse leur manière de faire, qui est très très différente de celle de l'Occident, et tout aussi différente, disons, d'une mentalité asiatique. Alors on voit qu'ils sont capables, tout aussi capables dans le domaine militaire, d'avoir ces élans de génie qu'ils le sont en danse, en musique, au cinéma, en littérature. Ils peuvent le faire aussi dans le domaine militaire. they can also do it in the military field as well. You know, Vous savez, on a demandé à Laubert, après l'annonce de Burevestnik, quelle avait été la réaction de l'Occident. Il a répondu, « Ils se sont tous tus. Ils se sont tous tus. Absolument. Que pourraient-ils dire? Ils ne savent même pas ce qu'ils ont vu. Comment décrire quelque chose qu'on ne comprend pas? Is it Est-ce de l'incrédulité ou bien une panique silencieuse? quiet panic they're in It's panic? a mix of this. C'est un mélange d'incrédulité et de panique. Et évidemment, tu ne peux pas l'admettre, encore moins en public, Nima. Vois-tu la campagne revenir à quelque chose de très évident, de très basique, de très terre-à-terre? La campagne menée dans tous les médias occidentaux pour minimiser la chute de Pokrovsk. C'est comme si ça n'arrivait pas, que cela n'était jamais arrivé, que cela n'arriverait jamais. Tu peux l'appeler comme tu veux. Voilà. Peux-tu imaginer quelque chose comme ça, qui implique des armes nucléaires et la dissuasion au plus haut niveau? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas l'admettre. Et du point de vue de l'OTAN, c'est encore pire. Parce que l'OTAN, comparé à... Allons donc, l'OTAN, c'est comme une comédie de Buster Keaton. C'est une blague. A Buster Keaton comedy. It's a joke. Pepe, Oui, you mentioned Pepe, something tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ton article. C'est un proverbe chinois. Chinese Laisse-le être arrogant. La lune brillante éclairera les vastes rivières. shine on the vast rivers. And, I quoted a Chinese proverb. yeah, which- J'ai cité un proverbe chinois. Oui, c'est un proverbe chinois. Je l'ai mis à la fin pour que les gens puissent commencer à comprendre, à avoir des images qui flottent dans leur psyché. Et on peut l'interpréter de plusieurs façons. Il parle de la différence entre être fort et être arrogant, ce que l'on peut appliquer à l'empire du chaos aujourd'hui. Nous avons le secrétaire des guerres éternelles qui se montre arrogant en permanence, se vantant de sa force. Si l'on est vraiment, vraiment fort, on ne se vante pas. Les Chinois ne le font pas. Les Russes ne le font pas. On le montre. On le prouve par des actions, par le développement scientifique, par les essais, par des armes de pointe, etc. C'est une autre histoire. State of the art weapons, etc. It's another story. You don't brag. But as you know, and all Tu ne te vantes pas. Mais comme tu le sais, et comme tous ceux qui regardent le savent, les États-Unis d'Amérique sont la culture, surtout la culture populaire, est fondée sur la vantardise. Je ne parle pas de la culture savante, académique ou artistique. C'est extrêmement primitif. C'est comme une traduction verbale de la dialectique du culte.
Mon culte est plus rapide que le tien. Je vais te tuer. Donc tu vois, ils se vantent tout le temps. Je suis meilleur, plus grand, peu importe, plus grand dans l'histoire de l'humanité, bla bla bla, que quiconque. Et s'ils n'aiment pas ça, ils iront là-bas et te tueront. Et d'ailleurs, ils l'ont fait de manière assez explicite ces dernières semaines et ces derniers jours. Graphically, these past few weeks and days. You have a fishing boat in the Caribbean. If they decide Vous avez un bateau de pêche dans les Caraïbes. S'ils décident que c'est un groupe de narcotrafiquants, ils y vont et les tuent. Trump lui-même a d'ailleurs dit « Nous allons les tuer ». Aucune loi internationale. Eh bien, ils ne se sont jamais souciés du droit international. Et l'un des plus grands violateurs du droit international, c'est le Dick Cheney du 10e cercle de l'enfer. La codification de la guerre contre le terrorisme était quelque chose de complètement extraterritorial et d'illégal. Et d'ailleurs, en parlant de continuité du gouvernement, quand l'ère Bush a été remplacée par l'ère Obama, qu'est-ce qui s'est passé? L'extraterritorialité a continué, et Obama a amplifié la guerre contre le terrorisme qui visait alors 7 nations. against 7 nations at the time. I remember very well his first foreign policy decision when he Je me souviens très bien de sa première décision de politique étrangère lorsqu'il est arrivé au pouvoir au début de 2009. Il s'agissait d'ordonner une intensification de la guerre en Afghanistan, sans aucune restriction, pour tuer quiconque il voulait en Afghanistan ou dans les zones tribales du Pakistan. Vous vous souvenez de tous ces mariages bombardés à distance par les États-Unis, semaine après semaine. Voilà, c'est cela, la continuité du gouvernement, la continuité de la terreur d'État. Et évidemment, seuls les empires peuvent faire cela. Et maintenant, cela se traduit une fois de plus par ce mélange confus entre la guerre contre le terrorisme et la guerre contre la drogue. Et la première expérience radicale est déjà en cours au Venezuela. hardcore experiment is already on in Venezuela. It seems to me, Pepe, that in Russia, Il me semble, Pepe, qu'en Russie, en Chine et même en Iran, la politique actuelle à l'égard des États-Unis repose sur la conviction que le temps et la patience, plutôt que la confrontation, mèneront à l'effondrement de l'Empire. C'est pourquoi ils ne veulent aucune forme de confrontation avec les États-Unis. Est-ce aussi le cas en Europe? Is that the case in your opinion? Yeah, it is. It is. But Oui, c'est vrai, mais cette démonstration de, disons, patience taoïste ou bouddhiste va atteindre un point critique s'il y a une manœuvre impériale totalement incontrôlée quelque part dans le monde, dans les prochaines semaines, les prochains mois ou l'année prochaine. Ce sera le véritable test. Et on peut dire que le test numéro 1 en ce moment, c'est ce qu'il prépare réellement au Venezuela. Il y a encore quelques semaines, c'était l'Iran. Souvenez-vous. Apparemment, il y a des dissensions à Washington, car certains semblent avoir compris les leçons de la guerre de 12 jours. Pas tous, mais certains. Trump, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment il pense, s'il pense, ou s'il a jamais réfléchi à la guerre de 12 jours, à part pour recevoir des appels désespérés de généraux israéliens disant « Dites-leur d'arrêter, nous sommes en train d'être décimés ». tell them to stop. We are being decimated. That's the major lesson. And still, C'est la grande leçon. Et pourtant, les escadrons de la mort ne l'ont toujours pas apprise. Peut-être que certaines parties du complexe militaro-industriel, de la ceinture de Washington, du Conseil de sécurité nationale, oui. C'est pour cela qu'ils ont changé de sujet, Nima. Ils sont littéralement passés de l'Iran au Venezuela. Et même cela n'est pas totalement certain. Il y a un affrontement à Washington entre la faction Gusano-Rubio, la faction néoconservatrice, disons-le ainsi, et d'autres, plus réalistes, qui disent « Écoutez, la drogue ne vient pas du Venezuela, la drogue vient de Colombie et du Mexique. » Une histoire complètement différente et bien plus réaliste. Donc, il y a un conflit au sommet. Et c'est pourquoi, par exemple, nous ne connaissons pas le processus de prise de décision dans l'esprit de Trump parce qu'il ne lit pas et n'écoute personne, sauf 2 ou 3 psychopathes. he doesn't read and he doesn't listen to anybody except 2 or 3 psychopaths.
Even he, Même lui ne le sait pas. Sorry? Pardon, oui, Nima. even Même Donald Trump lui-même ne le sait pas. Donald Trump himself doesn't know. Exactly. Même Donald Trump lui-même ne le sait pas. Exactement. Alors, comment va-t-il décider? D'accord, les drogues ne viennent pas du Venezuela. Alors, que va-t-on faire? Personne ne sait. Personne ne sait. C'est pour cela que c'est si dangereux, parce que c'est essentiellement un processus de décision irrationnel et extrêmement subjectif, pas fondé sur des preuves, quoi qu'il en soit. Cela le rend encore plus dangereux. Makes it even more dangerous. Pepe, Pepe, looking at en this, regardant la rencontre entre Xi et Donald Trump, on voit bien que la Chine n'est plus la même qu'avant la guerre en Ukraine. China, it was before the war in Ukraine, I think. Je pense que la guerre en Ukraine a tout changé. Je le répète souvent, mais je le crois vraiment. La guerre en Ukraine a tout changé. Et la Chine d'aujourd'hui est le produit de ce qui s'est passé en Ukraine et de la manière dont les États-Unis y ont été stratégiquement vaincus. C'est pour cela qu'ils sont si confiants dans leur façon de penser à Taïwan et à leur politique étrangère. Mais, lorsqu'il s'agit, tu sais, de Poutine et de Xi, qui lient leurs économies à travers des pactes de protection mutuelle et des projets logistiques eurasiens, Through mutual, protection pacts and Eurasian logistic projects. Exactement. And or we et assistons-nous à la naissance d'un véritable ordre mondial occidental d'après-guerre. Western world order. We are in the initial stages. I always Nous en sommes aux premières étapes. J'aime toujours recevoir des contre-coups de la réalité lorsque beaucoup d'entre nous deviennent trop euphoriques à ce sujet. J'étais extrêmement euphorique après le sommet des BRICS à Kazan l'année dernière. D'accord, c'est ça, c'est du concret, ça commence maintenant. Mais c'est bien plus compliqué. Les frictions internes au sein des BRICS sont encore très très sérieuses, et les BRICS ne sont pas unis, pas du tout. Et il y a à l'intérieur des BRICS des acteurs très très douteux. Je vais vous en donner un seul, les Émirats arabes unis. On pourrait en parler sans fin, vous savez. Donc, un autre élément, l'élément géoéconomique. J'ai entendu des informations internes effrayantes et très sérieuses à propos de la Banque des BRICS que je ne peux pas rendre publiques. make public. First, I want to discuss this in Moscow. D'abord, je veux en discuter à Moscou, puis lorsque je reviendrai en Chine au début de l'année prochaine, j'en parlerai également à Shanghai. Mais ce sont des faits très très préoccupants. À quel point la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement, est réellement dysfonctionnelle. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. En même temps, nous voyons beaucoup de mouvements du côté des Chinois. Par exemple, ils disent ouvertement à tout le monde, non seulement en Asie du Sud-Est ici, mais aussi en Asie de l'Ouest. Utilisons le CIPS, le yuan numérique. Et les gens commencent à y prêter une attention sérieuse. C'est très très important. That's very, very important. Because this will be the beginning of Parce que cela marquera le début de l'expansion du commerce en monnaie bilatérale, ou, dans ce cas, en utilisant la monnaie clé de l'avenir, qui est le yuan. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le yuan n'est pas encore entièrement convertible. Il est difficile de trouver des yuan physiques. Il faut essentiellement aller à Hong Kong pour en obtenir. Mais le yuan numérique, c'est une autre histoire. C'est déjà le commencement. Cela fait partie de ce que l'on peut appeler un processus de dédollarisation lent mais régulier. Mais on ne peut jamais prononcer le mot magique et toxique dédollarisation. Non. Si vous parlez à n'importe quel responsable, si vous parlez à la Banque centrale de Russie, si vous parlez à la Banque de Chine, ils vous diront non. Nous améliorons le commerce entre nous dans nos monnaies locales et régionales. Absolument exact. Mais c'est une bonne chose d'avoir les Chinois maintenant, non pas en les forçant, mais disons en séduisant, des acteurs partout. D'accord, commençons à utiliser de plus en plus le yuan numérique. Et c'est très important. Entre la Russie et la Chine, désormais tout se fait en roubles et en yuan, principalement en yuan. Cela donne donc l'exemple à tous les autres.
Bien sûr, de nombreux membres des BRICS sont profondément liés au système financier international, dans le cas du Brésil par exemple. Le Brésil est une proposition bien plus complexe. Mais en ce qui concerne le commerce bilatéral avec la Chine, le Brésil peut facilement utiliser le yuan numérique. Il s'agit là de commerce bilatéral avec la Chine, non multilatéral. Nous voyons donc des problèmes dans certains domaines, dans certains secteurs, mais nous en voyons d'autres progresser très rapidement. Je serai bientôt de retour en Russie dans quelques jours. Et l'un des principaux sujets de mes discussions portera sur ce que j'ai décrit l'année dernière comme le laboratoire des BRICS pour tester différents systèmes de paiement. J'ai donc hâte d'obtenir une mise à jour et des informations de la part des acteurs de la FinTech ou de ceux qui travaillent avec la Banque centrale de Russie et le ministère russe des Finances. Où allons-nous? Allons-nous aussi vite que nous devrions? Et d'accord, passons maintenant à un domaine plus prometteur, NIMA. C'est un point que j'ai également souligné dans ma chronique. Cette visite de Mikhail Mishustin en Chine, lorsqu'il a été reçu en personne par Xi Jinping recevant un premier ministre en personne, cela n'arrive pas très souvent. Très important. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse, et c'est la grande réponse. Celui qui met en pratique les rouages du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, c'est Mishustin. Il supervise les détails, les aspects pratiques. Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas la Banque centrale de Russie. C'est lui, en tant que Premier ministre, immensément respecté en Chine, y compris par Xi Jinping, qui lui a dit « Vous êtes un grand ami de la Chine ». Impressionnant. Quand on vous dit cela, c'est parce qu'on vous considère comme un égal et qu'on vous fait confiance. Très important. On vous fait entièrement confiance. Très peu de personnes peuvent entendre cela en Chine. Des étrangers, n'est-ce pas? Mishustin en fait désormais partie, bien sûr. Et il travaille en permanence avec la haute direction géoéconomique chinoise. Bon, mettons cela en pratique. Ils organisent une sorte de corridor technologique de la ceinture et la route, allant de l'extrême-orient russe à l'Asie centrale. Nous en faisons partie. Nous gérons la section de l'extrême-orient. Vous, les Chinois, vous vous occupez des sections d'Asie centrale, qui incluent le Xinjiang, où je me trouvais il y a seulement quelques semaines. Le Xinjiang est ce nœud chinois destiné à construire un environnement technologique de la ceinture et la route, et une interconnexion entre la Chine orientale, la Chine occidentale et l'Asie centrale, jusqu'à l'extrême-orient russe. C'est vraiment impressionnant, Nima, et vous tous. Vraiment impressionnant. On ne se rend compte de la sophistication et de la complexité de tout cela que lorsqu'on se rend par exemple au forum de Vladivostok. C'est pourquoi il faut y aller chaque année, parce que tout le monde s'y trouve. Et l'un des principaux sujets de discussion, c'est quoi? L'intégration de l'Eurasie sur les plans géoéconomiques et géopolitiques. J'essaie donc de vous exposer à la fois les aspects complexes et les aspects prometteurs, car la complexité de l'ensemble est absolument vertigineuse. Mais c'est fascinant à observer, à suivre et à apprendre. Oui, il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, tu sais. Merci beaucoup. Heureux. C'est un plaisir de te parler depuis ces terres bouddhistes. Nous sommes plus détendus. Même avec tant de nuages sombres partout, l'ambiance est bien plus calme. C'est très bien. Mais je m'inquiète pour toi. Et je m'inquiète pour vous tous au Brésil, tout le temps. Sérieusement. Voyons ce qui se passerait dans le cas du Venezuela. Obrigado, Pepe. Merci. Un grand plaisir. Salutations bouddhistes. Apto Swine. Au revoir.